Bonjour à tous. Donc merci de l'invitation aux différents intervenants. Donc moi je suis Jean-Sébastien Fresnel, je suis oncologue médical ou cancérologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et donc moi je m'occupe essentiellement des cancers des patientes, en tout cas avec un cancer du sein ou un cancer gynécologique. Donc l'idée aujourd'hui, et c'était je pense un sujet très important, c'était d'aborder la question du cancer du sein métastatique. Alors on l'a déjà dit, hein, on parle beaucoup de la maladie localisée, du dépistage, et c'est vrai que ça permet de guérir une grosse majorité des cancers du sein. On a entendu le chiffre de 9 sur 10. Mais il y a tout un pan de notre travail, tout un vécu de patientes qui ne sont pas dans cette situation-là et qui, pour une raison ou une autre, finalement, se retrouvent à d'emblée avoir une maladie finalement qu'on va dire métastatique, c'est-à-dire que le cancer n'est pas localisé au niveau du sein, ou finalement vont avoir, malgré un traitement à un moment localisé de la maladie, bien une récidive et qui va du coup changer un petit peu la façon dont on doit aborder les traitements. Et il y a un certain nombre d'enjeux que je vais vous relater. Donc l'idée c'est d'aborder vraiment les enjeux, mais on va dire assez basiques, assez conceptuels. Enfin vraiment, quels sont les objectifs, quels sont nos objectifs. Et puis, dans une dernière partie, on abordera la notion de traitement, hein, de nouveaux traitements. Mais je pense que toutes les bases un petit peu ont été déjà énoncées par Sophie sur la question de quels sont les axes de recherche. Mais moi, je vais vraiment être dans des problématiques très cliniques, très quotidiennes, très en jeu, pour, je pense, aborder ces sujets-là qui concernent un certain nombre de patientes et leur entourage. Donc pour répéter, mais de manière, là encore, assez basique, le cancer du sein métastatique, c'est le cancer du sein, les cellules cancéreuses qui sont initialement localisées dans la glande mammaire et qui vont avoir la capacité de migrer dans un autre organe du corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a en fait deux cas de figure. Et on a des patientes qui se présentent d'emblée avec cette situation-là. Et ça représente à peu près 15% des cancers du sein. Et donc la maladie est métastatique d'emblée. Et on peut avoir la deuxième solution, le deuxième cas de figure, où le traitement a été localisé, a été traité, et puis des années parfois, après, eh bien, à cause de ces phénomènes de dormance ou autres, eh bien, la maladie va récidiver, et elle peut récidiver localement. Ça, c'est quelque chose c'est un cas de figure qui est tout à fait possible, mais elle peut aussi récidiver à distance. Et j'ai essayé de synthétiser un peu les enjeux dans la vie, dans le parcours de la patiente. C'est un mot qu'on entend souvent, que vous avez probablement déjà entendu, c'est essayer d'en faire une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est quoi ? C'est une maladie avec laquelle on essaie de vivre, une maladie pour laquelle eh bien, des traitements sont nécessaires. Et dans ces situations-là, c'est vrai qu'on ne parle pas de temps sans traitement, on ne parle pas vraiment de pause thérapeutique. Donc ça implique finalement des enjeux de traitement, de tolérance du traitement, de vie quotidienne. Parce que le fait que le cancer ait pu aller ailleurs, eh bien, ça perturbe le fonctionnement des organes. Ça ne devrait pas exister. Et cette anomalie peut générer des symptômes. Et en l'occurrence, parfois, ça peut générer des douleurs, si on parle des os. Ça peut générer aussi des symptômes respiratoires, si on a une atteinte pulmonaire, mais pas toujours. Donc le contrôle des symptômes et la prise en charge des symptômes, elle est extrêmement importante. Et puis, je l'ai dit, la maladie, elle est chronique, et donc elle va devoir, entre guillemets, être surveillée. C'est-à-dire que
on ne va pas pouvoir dire à la patiente c'est terminé, on se revoit dans 6 mois, dans 1 an. Et là, on va rentrer finalement dans une prise en charge de toute maladie chronique où on voit la patiente régulièrement parce qu'il y a un suivi nécessaire à la fois du traitement, à la fois de son efficacité, des effets secondaires. Donc la surveillance, elle est vraiment nécessaire et c'est un suivi régulier. Et puis enfin, on a toute une prise en charge médicale, axée sur le traitement, des solutions médicamenteuses, le traitement de la cause, le traitement des conséquences aussi du traitement du cancer, pardon. Mais aussi, je pense qu'il y a les ressources du patient qui sont extrêmement importantes, parce que tous ces concepts et toutes ces pas procédures, mais tous ces enjeux-là vont faire que, évidemment, le patient va être extrêmement mis à contribution et prouvé par rapport à tout ça. Et je crois que ces ressources personnelles, elles vont être extrêmement importantes dans une espèce un peu d'alliance entre le médecin, la maladie et le patient, pour finalement arriver à la prise en charge la plus optimale possible. Alors, quels sont les grands axes de la prise en charge ? J'ai mis en haut la prise en charge globale, parce qu'on ne traite pas un scanner, on ne traite pas un marqueur, mais on traite une patiente. Et je crois que c'est cet ensemble-là qui va faire qu'on va avoir à la fois, je pense, les meilleurs résultats cliniques, mais aussi les meilleurs résultats globaux pour la prise en charge globale de la patiente. Maladie métastatique, comme je l'ai dit, c'est le cancer est allé ailleurs, et du coup, on va parler d'un traitement, mais d'un traitement général. S'attaquer finalement qu'à une partie du problème, c'est-à-dire le sein en lui-même, ça ne réglerait pas la solution. Donc il va falloir un traitement qui soit capable d'aller diffuser dans l'organisme et d'essayer de détruire les cellules cancéreuses où qu'elles soient. Que ce soit dans le sein, que ce soit dans le poumon, que ce soit dans l'os, que ce soit dans le cerveau, peu importe. Mais c'est vraiment la base du traitement, un traitement général. Parfois, on peut associer aussi des traitements locaux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la maladie peut parfois donner des symptômes, des douleurs, et on peut être amené à agir, par exemple faire de la radiothérapie sur un site osseux qui est douloureux, sur une lésion cérébrale, parfois, au-delà de la radiothérapie, faire des gestes pour essayer de consolider un os qui est un petit peu fragilisé. Donc ça, c'est des choses qui viennent parfois en support de notre traitement général. Et puis, il y a ce qu'on appelle les soins de support. C'est quelque chose qui s'est développé, on va dire, dans les 5 à 10 dernières années. C'est-à-dire que la meilleure compréhension de la maladie, la prise en charge thérapeutique, la prise en charge aussi d'autres enjeux, et notamment, ce concept de maladie chronique fait que les patientes aussi rencontrent dans leur vie des problématiques liées à la maladie, liées au traitement, mais aussi des problématiques sociales, problématiques de retour au travail, des problématiques d'isolement social. Et donc les soins de support sont là pour essayer d'étayer vraiment la prise en charge, parce que là encore, comme je l'ai dit, on ne traite pas un scanner, on ne traite pas un marqueur, et il n'y a que dans cette vision-là globale qu'on va pouvoir, je pense, offrir à la patiente la meilleure qualité de vie possible. Et donc il y a un certain nombre de ressources qu'on trouve dans des espaces de rencontres d'information de patients, d'associations de patientes, pour essayer aussi d'englober la prise en charge de ces aspects sociaux, financiers, psychologiques. Donc c'est, je pense, cette prise en charge globale, elle est vraiment ces trois points-là qui sont capitales pour, je pense, faire la meilleure prise en charge possible. Alors, quels sont les buts du traitement ? Le but principal, un des buts, c'est de contrôler la maladie. Et par contrôler la maladie, nous, cancérologues, on veut dire empêcher qu'elle progresse. La stabiliser, voire la faire diminuer. Mais déjà empêcher qu'elle progresse, puisque
comme on l'a dit, ce n'est pas physiologique. Et si la maladie progresse, elle peut mettre le fonctionnement de certains organes en difficulté. Donc, à partir du moment où on a le diagnostic, déjà, c'est stopper les choses par un traitement et bien faire diminuer la maladie. Dans contrôler la maladie, le deuxième objectif, c'est de prolonger la vie. Parce que on a parlé de maladie chronique, et toute maladie chronique, eh bien, elle peut à un moment mettre en danger la vie. Et on a des traitements, et on a, dans les dernières années, eu des avancées qui permettent de prolonger la vie dans cette situation-là. Le pendant de ça, c'est vivre le mieux possible. Parce que bien, qui dit cette maladie-là dit un retentissement, de l'anxiété évidemment, des effets secondaires. Donc la qualité de vie, eh bien, elle est fondamentale parce que c'est le vécu quotidien de chacune des patientes et faire un traitement qui marche très bien mais qui va clouer quelqu'un pendant des semaines dans son lit, ça n'a aucun intérêt. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la qualité de vie. Et donc, dans nos choix thérapeutiques, ça rentre en ligne de compte. Et enfin, c'est prévenir les complications. Et ça, c'est aussi le but du traitement. Là encore, comme j'ai dit, c'est contrôler la maladie pour l'empêcher d'augmenter et prévenir les complications. C'est-à-dire si elle met en difficulté un certain organe ou autre, par exemple l'os ou des choses comme ça, eh bien, on a des moyens pour prévenir cela, essayer d'empêcher les douleurs, de faire en sorte que l'os reste bien solide. Enfin, il y a tout un champ qui n'est pas forcément le traitement contre le cancer, mais qui est le traitement d'accompagnement, qui est très important pour vivre le mieux possible avec cette maladie et maintenir la qualité de vie. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, je l'ai dit, mais je le répète, le cancer du sein avec une métastase par exemple dans le foie, c'est bien des cellules cancéreuses du sein qui sont parties du sein et qui sont allées par exemple dans l'os ou dans le foie. Et on ne va pas nous penser que c'est un cancer du foie. On va dire c'est un cancer du sein qui est allé dans le foie. Pourquoi on dit ça? C'est pas juste comme ça sémantique. C'est que le traitement qu'on va utiliser, eh bien, il va être celui du cancer du sein. On ne va pas traiter une patiente ou une patiente qui a une métastase dans le foie comme un cancer du foie, ça n'a rien à voir. Et dans ce cadre-là, on est parfois amené à faire des biopsies. C'est-à-dire qu'on a besoin souvent de prouver la nature de la lésion que l'on a mise en évidence. Parce qu'une lésion dans le foie, ben, ça peut recouvrir plein d'origines différentes. Et c'est pour ça que on a de plus en plus recours à des biopsies, à des rebiopsies de patientes, parfois qui ont été malades il y a 5 ans et qui ont rechuté, ou parfois qui ont d'emblée un diagnostic et puis on veut le traitement a fonctionné, ne fonctionne plus, donc on va aller rebiopsier. C'est pour essayer d'être toujours d'avoir la connaissance la plus récente de la maladie pour surtout choisir le bon traitement. Et donc, voilà, je pense que c'est important de bien comprendre que ce n'est pas un cancer du foie, mais c'est un cancer du sein qui est allé dans le foie. Alors, comment raisonnons-nous pour choisir le traitement? Et là, je parle du traitement global, du traitement général. Je pense que c'est assez simple, mais je pense que c'est tout à fait compréhensible parce que c'est vraiment une réalité quotidienne et je pense que les patientes sont tout à fait en capacité finalement de comprendre ces grands schémas de pensée que l'on a. Il y a 3 types de cancer du sein et le premier type, le grand ensemble, c'est les cancers qui sont dépendants des hormones. Ce n'est pas les hormones qui créent le cancer, mais quand le cancer est là, il est capable de se nourrir des hormones pour se multiplier. Et ça concerne à peu près 70% des cancers du sein. Et ça, c'est très important parce que
la base du traitement de ces tumeurs-là en situation métastatique, eh bien, ça va être de contrer ça. Et ça va être de contrer ça comment ? Eh bien, en diminuant le niveau d'hormones et en donnant des médicaments anti-hormonaux. On dit, c'est un très mauvais terme, on parle souvent d'hormonothérapie. On dit aux patientes, je vais vous mettre sous hormonothérapie. Dans notre esprit, c'est clair, mais c'est un mot qui peut tout à fait, je dirais, faire peur, parce que voilà, j'ai un cancer hormonodépendant, on va me mettre des hormones, c'est complètement pas logique. Le vrai terme serait de dire anti-hormonothérapie. Et l'idée, c'est de diminuer le niveau d'hormones circulant pour, en fait, couper l'accélérateur, en fait, des cellules cancéreuses. Une question qui vient souvent, c'est de dire, bah voilà, moi je suis ménopausée. La ménopause, on me dit qu'à la ménopause, il n'y a plus d'hormones dans le corps. Pourquoi on va aller me donner des traitements anti-hormonaux? Comment ça fonctionne? La ménopause, en fait, ça veut dire que finalement les ovaires ne fabriquent plus d'hormones, mais il y a quand même des hormones qui sont circulantes, qui sont fabriquées notamment dans le tissu graisseux. Et donc on a des moyens pour aller diminuer et cibler cela pour diminuer le niveau d'hormones circulantes. Donc, ce grand ensemble-là, c'est vraiment les cancers du sein hormonodépendants avec le traitement anti-hormonal. Et maintenant, depuis, pareil, 5-6 dernières années, eh bien, on a acquis d'autres connaissances et la base du traitement reste le traitement anti-hormonal, mais bien souvent, on associe des médicaments qu'on va nous appeler ce qu'on appelle des thérapies ciblées, dont on sait que quand elles sont données avec le traitement anti-hormonal, eh bien, ce traitement fonctionne mieux. Et donc, il y a des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de cycline, en fait, qui sont donnés, on va dire, quasiment à 100% des patientes qui ont une maladie avec un cancer du sein dépendant des hormones et métastatique. Et ça, ces traitements-là, ils ont permis d'améliorer et d'allonger beaucoup la durée d'efficacité de ces traitements-là. Le deuxième ensemble, c'est les cancers du sein qu'on appelle HER2+. Voilà, ça peut paraître un peu barbare. HER2, en fait, c'est quand on regarde les cellules cancéreuses au microscope, eh bien, on est capable de dire, voilà, cette cellule, à sa surface, elle exprime ce marqueur-là. C'est extrêmement important. Par le passé, finalement, on n'avait pas de traitement très ciblé contre ça, donc on ne le regardait pas. Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, en fait, il y a des traitements très précis qui ont été mis en évidence et qui ont changé vraiment beaucoup de pronostics. L'idée de ces traitements-là, c'est puisqu'on sait que ces cellules cancéreuses, pour se multiplier, elles utilisent cette voie-là, c'est en gros une espèce d'ampoule allumée à la surface, et c'est ça qui va faire que la cellule se prolifère de manière indéfinie. Eh bien, des médicaments ont été mis en évidence, fabriqués, pour aller contrer ce signal-là. Et comme on sait que c'est le signal qui est prépondérant, eh bien, appuyer là-dessus va avoir une efficacité assez importante. Et donc, tout cancer du sein HER2+, la base des traitements en situation métastatique, ça va être à la fois parfois la chimiothérapie, mais des traitements qu'on va dire anti-HER2. Et il y a un médicament qui est déjà ancien qui s'appelle l'Herceptine, qui est ce médicament finalement qui est capable de se fixer sur la cible qui est HER2 et d'éteindre un peu le signal de prolifération. Et bien ce médicament-là, derrière, il a un certain nombre de cousins qui sont arrivés, qui sont vraiment encore plus perfectionnés et qui montrent vraiment une grande efficacité, même quand l'Herceptine ne marche plus. Et je vous montrerai un exemple. Et puis le dernier cas, c'est ce qu'on appelle le cancer du sein triple négatif, d'accord, qui concerne à peu près 15% des malades. Triple négatif, ça veut dire, en fait, pas dépendant des hormones et pas dépendant de HER2. Et ce cancer-là, on va dire que jusqu'à présent, il se traitait essentiellement par la chimiothérapie. C'est vrai, mais on peut dire que dans les 6-12 derniers mois, les choses elles ont changé et que dans les semaines à venir, on va pouvoir proposer aux patientes des médicaments différents qui ne sont pas que la chimiothérapie. Je vous en dirai un petit mot à la fin. Donc je vous ai parlé en fait de la manière dont on choisit le traitement. Ça, c'est l'aspect théorique, c'est la tumeur. Et puis, bien entendu,
la patiente est évidemment fondamentale dans la façon dont on va pouvoir proposer le traitement, puisque il n'y a pas de traitement possible s'il n'y a pas une certaine, on va dire une sorte d'alliance, puisque il faut être malgré tout pas acteur de son traitement, c'est pas un bon mot, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, je pense qu'on doit expliquer et on ne peut pas imposer. Et donc, dans nos choix aussi, il y a évidemment la patiente, il y a ses antécédents de santé, bien sûr. On ne traitera probablement pas de la même façon une patiente qui a 85 ans et des antécédents importants, du diabète, de l'hypertension, qu'une patiente qui a 40 ans et qui finalement, pour laquelle le cancer du sein est la seule maladie, le seul antécédent qu'elle ait, quoi. Ensuite, il y a les modes d'administration. Dans ces traitements-là, il y a des traitements par perfusion, il y a des traitements par comprimé, et l'impact n'est pas le même chez une femme qui travaille, qui n'a pas envie de revenir toutes les 3 semaines, et donc là aussi, il y a une discussion possible. Je ne dis pas que c'est toujours possible d'avoir ces choix-là. C'est-à-dire que parfois, on va dire, aujourd'hui, je pense que le meilleur traitement, c'est celui-là. Donc, voilà, si c'est absolument impossible à concevoir pour vous, on trouve une alternative, mais en tout cas, vraiment, il serait très important de faire ce traitement-là, parce que c'est celui qui est réputé le plus efficace à ce jour. Dans les autres critères de choix, il y a les effets secondaires, parce que voilà, il y a des effets secondaires, et les effets secondaires ne sont pas forcément toujours ce qu'on croit que sont la chimiothérapie, la perte de cheveux, tout cela. Bien sûr, ça arrive dans l'histoire quand la patiente reçoit la chimiothérapie, mais il y a un certain nombre d'autres traitements pour lesquels on n'a pas ces effets secondaires-là. Mais par contre, on va avoir des effets secondaires peut-être de un petit peu moindre intensité, mais comme le traitement est pris tous les jours, des effets de petite intensité vécus au quotidien sur des mois, ça peut avoir un impact qu'il ne faut pas non plus négliger. Et puis il y a les souhaits personnels. Voilà. Et là, ça dépend de chacun. Il y a des patientes qui d'emblée disent qu'elles ne veulent pas de traitement, même en expliquant, mais ça fait partie de... c'est pas le plus fréquent, mais c'est toujours un petit peu, pour nous, perturbant, mais c'est comme ça. Et puis, des patientes qui souhaitent des pauses, qui disent, j'ai bien compris, mais là, il faut me laisser 1 mois, il faut me laisser souffler. Et c'est le mélange, finalement, de qu'est-ce que l'on peut proposer et des souhaits de la patiente, et avec, évidemment, la prise en compte de l'efficacité de tout cela, qu'on va, je pense, pouvoir finalement donner une forme de traitement personnalisé, au sens personnalisé dans l'interaction entre la patiente et le médecin. Donc, ça, c'est un peu la façon dont on raisonne. Alors, je vais aborder une question qui est la suivante, c'est pourquoi parfois faut-il changer de traitement ? Parce que, je vous ai dit, c'est une maladie chronique, et derrière ce terme-là, une des réalités, c'est que il va y avoir des périodes de traitement régulières et des périodes où on change le traitement. Pourquoi faut-il changer de traitement ? Une façon de répondre, c'est parce que parfois le traitement ne fonctionne plus. Et pourquoi il ne fonctionne plus ? Vous avez là par exemple le cas d'une tumeur et un traitement A que vous allez donner et vous allez réussir à détruire une grande partie de la maladie. Donc, ce que l'on souhaitait, nous, c'est faire qu'elle n'augmente pas, et là, on l'a même fait diminuer. Donc, on peut dire que nos objectifs, en tout cas thérapeutiques, sont atteints. Parfois, on a entendu tout à l'heure que les cellules cancéreuses, elles étaient capables de se transformer, de se modifier. Et parfois, sur les cellules que vous n'avez pas détruites, il peut y en avoir une qui s'est transformée, qui a été capable, finalement, de résister au traitement que vous avez donné. C'est un peu la même histoire qu'un antibiotique et une bactérie qui devient résistante à un antibiotique. Vous donnez une pression, vous essayez de contrer, et puis il y a un moment, il suffit qu'un individu soit capable de contourner ça pour que la tumeur reparte. Et là, vous voyez, la cellule résistante qui est mise en rouge, elle a été capable de se redévelopper. Et c'est pour ça, finalement, qu'à un moment, il va falloir donner le traitement B, parce que le traitement B, vous l'aurez imaginé comme étant capable de contourner finalement la résistance qui a été mise en place par la cellule cancéreuse. Et vous allez retrouver de l'efficacité. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ces changements réguliers
de traitement pour contourner les résistances qui peuvent arriver et toujours maintenir la tumeur dans son état le plus dormant possible, on pourrait dire. Donc là, je vais terminer en fait sur les avancées thérapeutiques avec un schéma, mais voilà, comme il y en a eu beaucoup, en gros, dans le cancer, je vais faire le cancer du sein hormonodépendant, je vais faire le cancer du sein HER2 et le cancer du sein triple négatif. Dans les cancers du sein hormonodépendants, bien, tout ce que je vous ai dit là, en fait, c'est le fruit d'une évolution sur 20-30 ans. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, en gros, nos armes, c'était un traitement anti-hormonal assez basique et puis beaucoup de chimiothérapie. Et maintenant, les traitements anti-hormonaux se sont perfectionnés. Je vous ai dit aussi qu'on les utilise maintenant en association. Et on est arrivé finalement d'un traitement assez général, global, bon, on va jouer sur la voie hormonale, à des choses beaucoup plus ciblées. Et notamment les inhibiteurs de cycline dont je vous ai parlé, c'est vraiment les derniers qui sont apparus et qui sont aujourd'hui voilà, prescrits chez toutes les patientes dans cette situation-là. Sur la maladie HER2, eh bien, je vous ai parlé de l'herceptine. Je vous ai dit c'est un médicament qui est capable d'aller se fixer sur le signal, le marqueur à la surface des cellules cancéreuses HER2+, et d'aller éteindre cette voie de signalisation. Eh bien maintenant, cette herceptine, elle est perfectionnée, et un médicament extrêmement important, elle s'appelle le trastuzumab deruxtecan, alors TDXD, où en fait on a repris le même médicament qu'est l'herceptine, mais on est allé lui fixer une ou deux molécules de chimiothérapie. Mais des doses de chimiothérapie qui sont beaucoup plus faibles que quand on les injecte dans le sang, puisque là, ça va être de la chimiothérapie ciblée. Et on a eu, il y a 3 semaines, un congrès européen qui a montré les résultats de ce traitement-là. Et en fait, ce traitement-là est extrêmement efficace et permet de contrôler beaucoup plus longtemps des malades qui ont déjà été traités par herceptine et pour lesquels le médicament ne marchait plus. Et on va voir apparaître vraiment dans les années à venir ce qu'on appelle des anticorps drogues conjugués, c'est-à-dire en fait on utilise un médicament qu'on connaissait et on va aller lui mettre des molécules de chimiothérapie mais en petite dose pour finalement moins délivrer la chimiothérapie par perfusion dans l'ensemble du corps avec les effets secondaires, mais pour essayer de faire une sorte de chimiothérapie ciblée. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'on récupère de l'efficacité et en termes de tolérance, on n'est plus sur les effets de chimiothérapie. Enfin, en tout cas, on est moins. Et ça, c'est vraiment une grosse voie. On a eu vraiment la voie de l'immunothérapie. Et cette voie-là, elle est vraiment ouverte pour les 5 prochaines années. Et puis, dans les cancers du sein triple négatif, il y a la question de l'immunothérapie. Donc, l'immunothérapie, elle s'est répandue dans plein de cancers. Dans les cancers de la peau, dans les cancers du poumon. Et dans le cancer du sein, on était un peu à la traîne, entre guillemets, parce qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites qui montraient que les résultats n'étaient pas tout à fait à la hauteur des espoirs qu'on pouvait voir dans les autres cancers. Parmi les sous-types, il y a le cancer du sein triple négatif, et on pense que ce sous-type-là pouvait en bénéficier plus. Et on a eu un médicament qui, lui, a été assez décevant en fait, avec des résultats mitigés. Là encore, il y a 3 semaines, on a eu un congrès européen qui a montré que pour 40% des patientes qui ont un cancer du sein triple négatif, eh bien, ce médicament, il est intéressant. Et il va être prescrit dans les semaines à venir pour ces 40% de patientes. Ce n'est pas toutes les patientes, on cherche des marqueurs spécifiques. Et l'idée de ces traitements-là, d'immunothérapie, en fait, c'est le cancer, les cellules cancéreuses sont anormales, elles ne devraient pas exister, mais elles ont mis en place des mécanismes d'échappement finalement au système immunitaire. Elles sont capables de se masquer. Et ces médicaments-là sont faits pour lever ce masque, et sont ce qu'on appelle PD1, PDL1, et restaurer la capacité des cellules immunitaires de destruction des cellules cancéreuses. Donc, finalement, le système immunitaire qui détruit par lui-même les cellules cancéreuses. Et la dernière chose, dans les cancers du sein triple négatif, vous voyez, c'était finalement le cancer où il y avait le moins de choses à part la chimiothérapie. Bien là, on a l'immunothérapie qui est aux portes. Et puis, il y a un médicament qui s'appelle le Trodelvy. Trodelvy, c'est une chimiothérapie ciblée dont je vous ai parlé, du même mécanisme
du même mécanisme d'action que dans HER2. Et ce médicament-là, il va lui aussi délivrer de la chimiothérapie à l'intérieur de la cellule. Et donc ce médicament est disponible déjà aux États-Unis. En France, il y a eu des difficultés. Il y a un mouvement qui s'appelle les triplettes, qui sont des femmes atteintes de cancer du sein triple négatif métastatique, qui ont fait beaucoup de lobbying pour que ce médicament soit disponible vraiment et rapidement aux patients. Et on va dire que les choses se sont levées et début novembre, toutes les patientes qui peuvent en bénéficier en bénéficieront. Donc voilà un petit peu, moi, ce que je pouvais balayer un petit peu dans les enjeux de la maladie métastatique. Je pense que je terminerai en disant que voilà, il y a de plus en plus de traitements et j'espère vous l'avoir démontré, que certains traitements sont de mieux en mieux tolérés. Voilà, je ne dis pas que tous les traitements sont super bien tolérés, c'est pas vrai, mais le développement énormément des voies orales, des traitements par comprimés change quand même la donne. Tous ces traitements font que l'espérance de vie du cancer, des femmes avec un cancer du sein métastatique, elle augmente de plus en plus, c'est une réalité. Et certaines patientes ont des contrôles vraiment à très long terme. Et puis la dernière chose, c'est que je vous ai parlé des soins de support qui sont là vraiment pour étayer la prise en charge. Et donc, ils jouent leur plein rôle dans le traitement, dans le bien-être de la patiente, dans le succès des traitements. Et dans ces soins de support, il y a aussi les patients et leurs proches. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, merci de votre démonstration. On sait qu'on est à une survie d'environ 20% au-delà de 5 ans en cancer métastatique. Est-ce qu'on a un chiffre un peu plus précis? Est-ce qu'on a des chiffres à plus de 10 ans? Alors je pense que on ne peut plus trop parler, je pense qu'on est obligé d'aller dans les sous-types en fait. Et donc dans le cancer du sein métastatique hormonodépendant, ces chiffres, nous on raisonne souvent ce qu'on appelle en médiane. Et aujourd'hui on va dire qu'on a des chiffres de survie qui sont, on va dire que 50%, et la moitié des patientes ont des survies qui sont au-delà de 6 ans, de 5-6 ans en fait. C'est-à-dire que ça recouvre des réalités qui sont quand même extrêmement différentes. Dans la maladie HER2+, aussi, il y a des patientes qui sont métastatiques et qui sont là 10-15 ans après, et ça, c'est des situations qui ne sont pas rares. Donc, il y a vraiment des réalités qui sont différentes. C'est vrai que la maladie triple négative, aujourd'hui, c'était un petit peu plus le parent pauvre en termes de traitement. Et les traitements dont je vous ai parlé, notamment l'immunothérapie, elles ont démontré que pour ces 40% de malades, ça augmente la survie globale. Donc là, il y a encore vraiment des pas importants à franchir, notamment dans cette maladie-là. Merci. Jean-Sébastien, j'avais une question parce que je suis interpellée par le dépliant, enfin le poster là, qui dit que le dépistage après 75 ans n'est pas posé, alors que l'on voit que ça représente quand même 48% des décès par cancer du sein. Et est-ce que, en tant qu'oncologue, c'est quelque chose que toi tu constates et que tu voudrais conseiller à l'assurance maladie de continuer à dire aux femmes après 74 ans, c'est pas parce que vous ne recevez pas le papier de l'assurance maladie, allez au dépistage, puisque manifestement il y a des formes graves qui se révèlent après cet âge-là. Alors il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est en tout cas on parle de dépistage organisé, le dépistage individuel est toujours possible. C'est-à-dire que si la patiente le souhaite, si elle a toujours fait ses mammographies, que c'est quelque chose, c'est une démarche dans laquelle elle veut aller, je veux dire, il n'y a pas de raison de lui dire non, ne faites plus vos mammographies. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément, je pense que la mortalité après 75 ans, il est possible finalement que... Enfin, la médiane de survenue du cancer du sein, c'est à peu près 63-64 ans. C'est quand même à cet âge-là, globalement. Donc, cette mortalité par cancer, après, je suis assez étonné de ces chiffres. Mais donc,
on va avoir la table ronde avec médecin du centre de dépistage. On va peut-être pouvoir étayer là-dessus, sur cette réponse-là, sur cette question-là. Oui, vous avez dit que le traitement, traitement ciblé plus hormonothérapie, était appelé à être changé au cours de la maladie. Alors, comment sait-on qu'il faut le changer? C'est-à-dire, c'est tous les 4 mois, on passe le scanner et tout ça, et c'est là qu'on découvre une petite cellule qui s'est réveillée et puis qu'on va en changer? Ou alors, d'emblée, on dit, bon, ça fait 3 ans que vous avez ce traitement, on va vous le changer? Alors non. En traitement, on le continue tant que ça marche et tant que la patiente le supporte. On n'a pas de stratégie comme ça où finalement on arrêterait au bout d'un temps donné. Et voilà. Ça, c'est très clair. Et c'est vrai que voilà, il y a ces imageries qui sont régulières, peut-être trop parfois, mais voilà. Mais c'est souvent bien le scanner qui nous dit, bah voilà, quelque chose se passe, ou aussi l'apparition de symptômes. Mais on ne décidera pas a priori de dire ça va être une durée de 2 ans. La réponse que je donne, c'est vraiment tant que ça marche et tant que la patiente supporte. En tout cas, moi, je voulais dire merci aux médecins de Gauduchot, parce que franchement, moi, j'ai un parcours de 25 ans, je suis toujours là. Donc, merci à tous les oncologues qui me soignent. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et la présentation précédente, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai une question sur la durée du traitement par hormonothérapie, parce qu'on m'a prescrit pour 10 ans, mais si ça marche bien, pourquoi pas plus longtemps? Alors, en fait, ça dépend du cadre dans lequel on est. C'est-à-dire que quand on est dans une maladie localisée, ça dépend du cadre, hein. Quand on est dans une maladie localisée, en fait, et que le cancer a été enlevé, on est dans des stratégies, finalement, où on va être dans les préventions d'un récidive. Et dans cette situation-là, la plus grande partie des patientes est déjà guérie. Donc, on va donner des traitements pour diminuer les risques de rechute, mais peut-être que la patiente est déjà guérie. Donc, les traitements qu'on va donner, on va mesurer finalement les bénéfices qu'on va donner, mais on va aussi mesurer les risques, parce que les traitements qu'on donne ont quand même des effets secondaires. Même si c'est bien supporté, le traitement anti-hormonal, il peut donner un certain nombre d'effets. Donc, on sait qu'on a regardé, est-ce qu'on le donne 5 ans, est-ce qu'on le donne 3 ans, est-ce qu'on le donne 10 ans. On sait que dans un certain sous-groupe, le donner 10 ans, c'est peut-être mieux que le donner 5 ans. Mais par contre, on n'a jamais testé de le donner 15 ans. Donc on ne sait pas ce que ça donne de le donner 15 ans. Par contre, on sait que le donner 15 ans, ça donne des effets secondaires, et notamment sur les os, la déminéralisation osseuse, des choses comme ça. Donc en fait, on a choisi cette durée-là parce que ça a été testé et qu'on l'a démontré. Mais au-delà, on ne sait pas. Et là, par contre, on sait toujours que les effets secondaires sont là. C'est pour ça que c'est probablement aujourd'hui, avec les données actuelles, les données scientifiques qu'on a, on considère que c'est la durée optimale chez certaines patientes. Il y a d'autres patientes, on leur dira plutôt 5 ans. Ok, merci. Oui, votre intervention a porté sur les cancers qui ont une prolifération. Mais quand on découvre un cancer du sein, il y a le cas où on sait déjà rapidement, après des examens, qu'il a déjà proliféré. Il y a des cas, mais dans les autres cas, on ne sait pas si, oui ou non, il y a des cellules qui seraient dormantes, qui seraient déjà parties et qui seraient dormantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge d'incertitude. Oui, à l'heure actuelle, en fait, on n'a pas la capacité réelle de mesurer si des cellules cancéreuses au diagnostic sont parties dans l'organisme. Donc on va raisonner en termes de niveau de risque, c'est-à-dire quel est le type de cancer, est-ce qu'il y a des ganglions malades, est-ce qu'ils prolifèrent beaucoup. Et donc on va raisonner avec ce niveau de risque, cette incertitude-là, et on va aller finalement adapter nos traitements à ce niveau de risque.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas la capacité technologique aujourd'hui de dire à une patiente, eh bien, votre cancer, il est vraiment resté uniquement dans votre sein. Donc c'est pour ça qu'on va aller proposer des traitements complémentaires chez des patientes pour lesquelles le cancer a été enlevé, il n'y a plus de cancer visible, mais on va lutter contre d'éventuelles cellules microscopiques qui resteraient. Alors, il y a quand même des ouvertures là-dessus, et notamment des technologies qui se sont développées sur des cellules circulantes, sur ce qu'on appelle de l'ADN circulant. Les cellules cancéreuses sont capables relarguent un petit peu dans le sang des petits morceaux d'elles-mêmes, et on peut parfois finalement utiliser la présence ou l'absence de ces petits morceaux pour justifier d'un niveau de risque. Mais pour ça, on en est encore à l'étape d'évaluer. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça change les choses? Bonjour. En fait, moi je me posais la question sur le fait qu'il y ait tout le temps finalement soit de la radiothérapie, soit de la chimiothérapie. Et pourquoi finalement ces patientes-là ont toujours une mastectomie en fait, la mastectomie arrive comme quelque chose d'assez obligatoire finalement. Alors malgré les traitements, finalement, pourquoi on n'arrive pas à éviter cette étape-là? Alors je vais corriger un petit peu, parce que la mastectomie n'est pas du tout obligatoire dans un cancer du sein localisé. Si aujourd'hui on peut l'enlever avec des marges de sécurité suffisantes, on sait que ça ne changera pas le pronostic d'enlever le sein. Si on peut conserver le sein, on conserve le sein. Premier point. Deuxième point, finalement, non, ce n'est pas la plus grande majorité des patientes qui reçoivent de la chimiothérapie. Vous avez une grande partie des patientes qui vont avoir la chirurgie et derrière un traitement anti-hormonal parce que la maladie dépendante des hormones et ou de la radiothérapie. Donc la chimiothérapie, elle n'est surtout pas systématique et ça concerne à la fin la partie la moins nombreuse des patientes avec un cancer du sein. Et pour la question de la radiothérapie, en fait, la radiothérapie, elle sert à diminuer le risque de rechute locale. On sait que quand une patiente a eu un cancer du sein, qu'on l'a opéré, qu'on a enlevé la tumeur avec une marge de sécurité suffisante, il y a quand même un petit sur-risque de faire une récidive locale. Et le fait de faire la radiothérapie va diminuer ce risque de récidive locale. Dans des cas, par exemple, quand il y a eu une mastectomie, une ablation du sein complète, eh bien, on peut être amené à ne pas faire de radiothérapie. Bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des études de proportionnalité avec les cancers du sein et la proportionnalité des cancers du sein avec les pilules et les effets de la pilule, tout au moins de toutes ces contraceptions sur les jeunes, avec le recul maintenant, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, la question est celle du facteur de risque, j'imagine, du cancer du sein, avec soit la pilule, soit le traitement hormonal de la ménopause. Alors, je vais vous dire ce que je sais. Je ne suis pas le meilleur spécialiste épidémiologique à même de bien connaître les études, mais ce que l'on sait, c'est quoi? C'est que le traitement hormonal substitutif de la ménopause, ce qui a été dit et ce qui est communément admis, c'est que quand il a une durée finalement assez longue, et notamment plus de 10 ans, il y avait un petit sur-risque de cancer du sein. Pour ce qui est de la contraception, alors Florence n'est pas là, gynéco, Florence Boiffard, elle est là. Je ne sais pas si tu peux répondre. Il y a quelques études, il y a peut-être un petit sur-risque. Après, il y a d'autres études. Les résultats ne sont pas prégnants comme finalement le cancer du poumon et le tabac, quoi. Donc là, je pense que les résultats sont beaucoup plus discutés. Oui, absolument. On ne peut vraiment pas reposer là-dessus pour empêcher la prescription d'une pilule, par exemple. Même chez les patientes qui présentent un risque génétique de pouvoir développer un cancer du sein, les pilules ne sont pas contre-indiquées. Donc à partir du moment où la pilule elle est bien dosée, mini-dosée, ça reste une prescription tout à fait possible. C'est vrai que les dames se questionnent beaucoup, est-ce que le cancer du sein il est arrivé parce que j'ai eu plein de traitements pour l'infertilité, j'ai eu des grandes périodes avec le traitement hormonal substitutif. Alors autant l'infertilité, c'est pas prouvé, la pilule, c'est pas prouvé, le traitement hormonal substitutif peut-être un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment prescrit et surveillé par le gynécologue pour limiter les années longues de traitement. C'est la seule chose que l'on sait, plutôt le traitement hormonal que la pilule.
En fait, le traitement hormonal, c'est parce qu'il était souvent un petit peu déséquilibré. C'était souvent un manque d'œstrogène qui était pallié, alors que les pilules, c'est plutôt un équilibre qui ressemble plus à la physiologie féminine. C'est pour ça. Et une autre question, alors tu le fais aussi. Excusez-moi, des choses sont normales. Ça va aller. On va s'en sortir. Merci. Est-ce que des femmes qui sont avec plus d'oestrogène ou plus de progestérone sont plus sujettes à faire un cancer ou l'autre? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas considérer finalement que ce soit les hormones qui provoquent le cancer. C'est-à-dire que pourquoi on fait un cancer du sein? Alors là, il y a plein d'explications. Il y a une question, il y a parfois un risque génétique, il y a parfois... il y a aussi beaucoup l'âge, finalement, parce que l'incidence, elle augmente avec l'âge. Donc il y a des événements génétiques, les cellules cancéreuses se multiplient, les cellules normales se multiplient, et puis on a des mécanismes, finalement, dans l'organisme qui sont là pour réparer les erreurs qu'on fait. Il y a toujours des erreurs quand une cellule se multiplie, mais les mécanismes de réparation, ils sont tout à fait opérants. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, alors... soit c'est l'âge, soit peut-être une baisse de l'immunité, enfin voilà. Ce mécanisme de réparation ne fonctionne pas et va laisser passer une anomalie cancéreuse. Et la tumeur va se développer. Si la cellule, en l'occurrence cancéreuse, est dépendante des hormones, les hormones vont arriver comme un moteur, mais elles ne vont pas arriver comme quelque chose qui provoque la mutation qui va provoquer le cancer. Donc c'est en ce sens-là qu'elles peuvent être là pour accélérer, en tout cas aider à la croissance, mais ça n'est pas suffisant pour générer un cancer. Il y a d'autres mécanismes. Merci. Nous allons vous proposer de passer à la table ronde. On va prendre quelques petites minutes, 5 minutes, le temps que les intervenants s'installent, s'il vous plaît. Merci.